Patrick Martin, bonjour, merci de nous accorder ce long entretien pour la Tribune. Vous êtes président délégué du MEDEF, vous êtes également président de Martin Bélézou, un groupe familial de distribution de produits et services dans les secteurs du bâtiment et de l'industrie, qui cette année atteint le milliard d'euros de chiffre d'affaires et approche les 3000 collaborateurs. Un mot d'abord sur l'actualité, crise inflationniste, crise énergétique, crise géopolitique au pluriel, qui succède à une crise sanitaire sans précédent. Dans ce contexte explosif, comment le monde des entreprises globalement réagit-il et résiste-t-il ? Alors avec une intensité variable d'une entreprise, d'un secteur d'activité à l'autre, on a d'un côté à ce jour des fondamentaux économiques qui demeurent assez robustes. Ça s'est traduit d'ailleurs sur le troisième trimestre par 119 000 créations d'emplois nettes dans le secteur privé, des carnets de commandes qui ne se remplissent plus au même rythme mais qui demeurent à un niveau élevé. Et puis en regard, quand même une grande inquiétude, plus ou moins marquée, je le redis, selon qu'on est dans l'industrie, dans les services, dans le commerce, au regard de tous ces nuages qui s'accumulent et singulièrement autour du problème du prix de l'énergie. Au cours de l'été, il était annoncé que l'automne serait explosif sur un plan social. La NUPES et certains syndicats l'avaient promis. Il n'en a rien été. À quoi est-ce dû, selon vous ? Est-ce que peut-être il faut voir un lien avec la composition de l'Assemblée nationale aujourd'hui, qui est davantage représentative et qui confère en fait un rôle et des responsabilités à l'opposition, qui joue peut-être un rôle d'amortisseur social ? Oui, je crois que sur deux champs bien distincts. Évidemment, le Parlement a toute sa légitimité démocratique et républicaine. Les partenaires sociaux ont la leur. Nous, notre pronostic au MEDEF n'était pas que l'automne social serait chaud. Alors pourquoi ? D'abord parce que, je le redis, on reste quand même dans une situation d'assez bonne tenue de l'activité, de création d'emplois. Et puis je pense que chez les salariés, il y a une conscience que les entreprises font le job, y compris en matière salariale. Et puis qu'elles sont confrontées, mais donc par voie de conséquence, leurs salariés eux-mêmes, à des défis auxquels il va falloir faire face. Donc je pense qu'il y a un grand sens des responsabilités de la part des partenaires sociaux et dans l'entreprise, des dirigeants et des salariés. Et qui va perdurer, d'après vous, dans l'hiver qui s'annonce et le printemps prochain ? Alors là, il y a deux réformes importantes qui se succèdent. Celle de l'assurance chômage, qui est assez bien passée, alors qu'elle est énergique, si je peux employer ce qualificatif. Mais il est vrai que l'opinion publique, d'une légère majorité, était plutôt favorable à cette réforme. Et puis, bien sûr, la réforme des retraites, qui, elle, dans l'opinion publique, est mal perçue, probablement parce qu'elle a été mal expliquée et qui peut s'ajoutant à la tension autour du sujet du pouvoir d'achat, qui peut provoquer effectivement des mouvements sociaux. Alors on va y revenir justement dans le détail. Ça n'est pas une certitude. D'accord. Un mot sur l'exécutif piloté par Elisabeth Borne. Qu'est-ce qu'il vous inspire dans le domaine qui est le vôtre, bien sûr, celui de l'économie et des entreprises ? Est-ce que, par exemple, il est mieux disposé que les précédents au dialogue social ? Est-ce qu'il considère mieux les entreprises et le patronat que le précédent ? Et est-ce que la verticalisation du pouvoir qu'incarne Emmanuel Macron se retrouve encore aujourd'hui à Matignon, à Bercy, rue de Grenelle ? Alors, à ce jour, on n'a pas à se plaindre, je dirais, le patronat n'a pas à se plaindre de ce qu'est, de ce que fait le gouvernement dans un environnement politique, Denis, vous l'avez rappelé tout à l'heure, qui est horriblement complexe. Typiquement, dans le cadre du projet de loi de finances, le gouvernement a tenu, en passant par le 49.3, mais a tenu, par exemple, sur la suppression de la CVAE, qui est un enjeu considérable pour les entreprises, un enjeu de compétitivité par rapport à nos concurrents internationaux. Sur le plan social, il y a eu cette réforme des retraites, voilà. Est-ce qu'il y a une verticalité du pouvoir ? Oui, une verticalité du pouvoir qui a toujours existé en France, mais qui est peut-être plus marquée aujourd'hui que hier. De la part de la Première ministre elle-même, de la part des membres du gouvernement, je pense à Olivier Dussopt en particulier, il y a une réelle considération pour les partenaires sociaux. Mais c'est vrai que par souci d'avancer, et peut-être par historique personnel, le président de la République lui-même, et d'ailleurs il l'a exprimé très clairement, n'a pas une confiance, absolue dans les corps intermédiaires, dans les partenaires sociaux. Ce qui, de notre point de vue, est une erreur. Et ça n'a pas changé depuis la réélection ?
Il y a des signaux contradictoires. Il y a des signaux contradictoires. Par exemple, le Conseil national de la refondation est une marque de considération pour les corps intermédiaires d'une manière générale, les partenaires sociaux en particulier, même si certaines organisations syndicales ne se prêtent pas à l'exercice. Et puis, à contrario, on voit bien, je crois qu'on va en parler, que sur le sujet du partage de la valeur, il y a des interférences. D'un côté, le gouvernement, comme la loi le prévoit, consulte les partenaires sociaux sur ce sujet. D'un autre côté, au sein de la formation macroniste, il y a des interférences et une volonté de prendre la main sur ce sujet. Voilà. Bon, nous, on est assez attentifs, on est assez décontractés. Il y a un dialogue social autonome qui s'est instauré avec les organisations syndicales, certaines d'entre elles, à l'initiative du MEDEF, et on signe un certain nombre d'accords récemment sur, par exemple, la formation professionnelle. Donc nous avançons à notre train. L'assurance chômage, vous y faisiez référence. Sur la forme, les partenaires sociaux ont été assez marginalisés, mais en revanche, sur le fond, vous avez été entendu quant à la modulation des allocations en fonction de la conjoncture de marché de l'emploi. Mais franchement, dans le détail, cette modulation est-elle une avancée? Et si je vous pose la question, vous qui êtes attaché au territoire, cette mesure ne tient pas compte des singularités locales, des singularités de filières, par exemple? Oui, alors c'est un vaste sujet. On pourrait le poser pour le SMIC, on pourrait le poser pour le logement, le prix du logement, etc., etc. Bon, la France doit gérer ses contradictions. On a, et c'est bien d'une certaine manière, un État central. On a une propension à vouloir l'égalité. Plus que l'équité d'ailleurs, et donc c'est à la fois politiquement, philosophiquement et techniquement extrêmement complexe de moduler les dispositifs, en l'occurrence d'assurance chômage, en fonction de la situation objective, en l'occurrence des bassins d'emploi. Nous, on n'était pas hostiles à cette idée, mais on a très vite vu qu'elle serait impossible à mettre en œuvre. Vous évoquez également la réforme des retraites, c'est bien sûr le deuxième grand chantier hautement sensible et même volcanique, on va dire, de l'hiver. Vous avez soutenu le nouveau calendrier de concertation et l'hiver est censé accoucher d'une loi. Elisabeth Borne vient de présenter les premières esquisses, notamment un âge légal de départ à la retraite fixé à 65 ans à partir de 2031 et applicable aux personnes nées après le 1er juillet 1961. Sur ce point de l'âge légal, le MEDEF se montre assez silencieux. Quel est votre point de vue, vous personnellement, et au titre du MEDEF? Non, le MEDEF n'est pas du tout silencieux. Il y a pu y avoir une confusion parce que fin août, Geoffroy Roux de Bézieux avait dit la priorité, c'est la réforme de l'assurance chômage, mais à aucun moment il a dit qu'il fallait, et nous n'avons dit qu'il fallait évacuer le sujet de la réforme des retraites. Non, pas du tout, je parlais de l'âge légal. Je parlais de l'âge légal à 65 ans. Ouais. Non, nous on est favorable à l'âge légal à 65 ans. En fait, ce débat, je l'évoquais tout à l'heure, a probablement été mal posé. Moi, je ne vois pas l'intérêt politique de quelque gouvernement que ce soit à s'emparer de ce sujet-là. C'est une machine à claques. Donc c'est une forme de responsabilité de la part du président de la République, du gouvernement, que de traiter le sujet. Il faut traiter ce sujet. Mais il faut le traiter parce qu'il est de l'intérêt des retraités et de ceux qui demain seront retraités. C'est comme ça qu'il faut poser ce sujet. Après, c'est de l'arithmétique. Une fois qu'on acte qu'il faut préserver les retraites, il faut préserver le système de retraite par répartition, il n'y a pas d'autre solution que d'agir sur des leviers arithmétiques que sont l'âge, le niveau des pensions et le niveau des cotisations. La moins mauvaise solution, c'est de reporter l'âge légal. Et si on prend les chiffres de manière extrêmement factuelle, et le gouvernement a commencé un peu tardivement, mais quand même à nous communiquer ces chiffres, le report de l'âge légal à 65 ans est la seule solution qui durablement permet de préserver l'équilibre des retraites par répartition. Mais ne pouvait-on pas, comme d'ailleurs Philippe Aghion l'a évoqué encore récemment, ne pouvait-on pas se focaliser sur l'allongement des cotisations, des durées de cotisation, sans forcément placer cet âge légal à 65 ans? Alors, allonger la durée de cotisation, ça n'est pas du goût de tout le monde. Typiquement, ça n'est pas du goût de ceux d'entre nous qui font des études supérieures, qui rentrent sur le marché du travail à 24, 25 ans dans certains cas, et que ça conduirait, si on veut équilibrer les régimes, à travailler jusqu'à 70 ans. Or, il a été annoncé, et c'est bien, que c'est bien à 67 ans que, quel que soit le parcours individuel, le droit à retraite serait acquis. Donc c'est un peu réducteur, en quelque sorte, de se focaliser sur la durée de cotisation. Alors il peut y avoir un panachage avec une accélération et une amplification de ce qu'on appelle la réforme Touraine, c'est-à-dire effectivement la durée de cotisation et le report
de l'âge légal de départ en retraite, mais je le redis, chiffre à l'appui, la solution la plus efficace, c'est le report de l'âge légal, en l'occurrence jusqu'à 65 ans. Mais c'est pénaliser par définition ceux qui commencent à travailler tôt, et qui souvent d'ailleurs exercent des métiers pénibles. Bien sûr, mais c'est pris en compte. C'est pris en compte de la même manière que le minimum de retraite est pris en compte. Alors il faut traiter effectivement ces sujets-là, qui existent dès à présent, les carrières longues, l'usure au travail, qu'on appelle la pénibilité. Nous, on n'est pas très à l'aise avec ce sujet qui connote mal le travail, et ça sera traité. Mais il faut que ce soit traité raisonnablement, je le redis, dans la perspective d'un équilibre durable du financement des retraites. À l'heure actuelle, il y a 50% de chaque classe d'âge qui part en retraite avant l'âge légal. Donc on est peut-être allé un peu loin sur le sujet des carrières longues. Je rappelle qu'en l'état, il faut n'avoir travaillé que 5 trimestres avant 20 ans pour bénéficier du régime carrière longue, qui permet de partir avant l'âge légal. De la même manière, sur l'usure au travail, on veut absolument éviter de recréer des régimes spéciaux, c'est-à-dire telle profession peut partir 2 ans avant, parce qu'on voit bien d'abord que les métiers évoluent. Nous, on cite volontiers le cas des conducteurs de train. C'était pas la même chose à l'époque de charger des chaudières avec du charbon que de conduire aujourd'hui un TGV. L'usure au travail n'est pas la même. Donc il faut un système à la fois évolutif et le plus individualisé possible, parce que c'est la nature humaine. Il y a des gens qui résistent plus ou moins bien à l'usure au travail. Donc voilà, il faut prendre en compte ces situations, mais il ne faut pas vider la réforme de sa substance financière. Et sur ces critères de pénibilité, j'emploie le terme, même si vous ne l'aimez guère, mais vous pourriez vous entendre avec les partenaires sociaux. Est-ce que c'est justement un terrain sur lequel vous pourriez vous accorder ? Oui, si ce n'est que le débat est assez fermé, en ce sens qu'une des organisations syndicales réformatrices, on va dire, et qui jusqu'à un passé récent a démontré sa capacité à dialoguer et aboutir à des consensus, s'est enfermée elle-même, je parle de la CFDT, s'est enfermée elle-même lors de sa dernière Assemblée Générale au mois de juin, puisqu'il a été majoritairement décidé qu'il n'y aurait pas de voie de passage sur la réforme des retraites à travers l'âge. Donc on ne peut pas d'un côté aller plus loin sur le minimum de retraite, sur le cas échéant les carrières longues, sur l'usure au travail, si en contrepartie on n'augmente pas l'âge légal de départ. L'impasse financière existe d'ores et déjà. Je rappelle qu'on aura 10 milliards de déficit sur le régime général des retraites dès 2027, sans prendre en compte les 30 milliards de déficit d'ailleurs des régimes publics. Donc on ne peut pas donner plus sans contrepartie. Un dernier mot sur les retraites. Est-ce que vous pensez qu'il est possible de réformer les régimes spéciaux ? Certains disent de faire plier les régimes spéciaux sans créer de paralysie en France. Et est-ce que vous pensez Emmanuel Macron et Elisabeth Borne capables de répéter ce qui finalement causa la perte d'Alain Juppé en 1995 ? C'est ce qui me faisait dire tout à l'heure qu'une forme de courage politique de la part du président de la République et du gouvernement à s'emparer de cette réforme des retraites qui est indispensable. Régimes spéciaux ? Alors, régimes spéciaux, il y a un sujet d'équité. Je parlais d'égalité tout à l'heure. Je pense que beaucoup de nos concitoyens ne comprennent pas qu'au motif de leur statut, et de leur seul statut, certains puissent continuer à bénéficier d'un âge de départ en retraite sensiblement inférieur et qui deviendrait encore plus inférieur, si on peut parler ainsi, si pour le régime général, l'âge légal est reporté. Donc oui, il y a un risque social. Maintenant, ce qui est prévu avec la clause dite du grand-père, c'est-à-dire que seuls ceux qui rentrent maintenant dans ces régimes se verraient appliquer un report de l'âge légal, je pense que c'est de nature quand même à calmer les esprits et j'insiste beaucoup là-dessus, il y a un sujet d'équité. Donc oui, probablement une période difficile, mais si on ne le fait pas aujourd'hui, on ne le fera pas plus tard et on creusera les inéquités entre les différents régimes. Et les entreprises aujourd'hui sont prêtes à affronter cette période justement qui pourrait être extrêmement sombre, alors qu'elles sont déjà en grande difficulté ? Elles sont en difficulté, pas toutes en grande difficulté. Pas toutes, bien sûr. Non, mais c'est vrai qu'il y a un empilage de contrariétés. Il y a eu les gilets jaunes, il y a eu la crise sanitaire. Il y a eu au moment de la réforme des retraites SNCF également des mouvements sociaux qui immanquablement ont pénalisé l'activité économique, particulièrement dans le commerce. Alors évidemment, ça suscite une crainte dans nos rangs. Mais je le redis, cette réforme des retraites est indispensable, y compris sur les régimes spéciaux. On a quand même un enjeu qui est peu pointé, et on peut comprendre qu'il soit peu pointé, qui est celui de la crédibilité de la France.
de l'état des finances publiques françaises, prélèvements sociaux, prélèvements fiscaux, dette sociale, dette fiscale, vue par l'Union européenne. L'Union européenne, ce n'est pas une abstraction, c'est les pays voisins. Et puis vue par nos bailleurs de fonds à travers le monde, on ne peut pas ne pas envoyer ce signal courageux. Un mot sur le partage de la valeur. On parle beaucoup, bien sûr, de la prime de partage de la valeur, anciennement prime Macron, un dispositif facultatif, je le rappelle, qui permet à l'employeur de verser aux salariés une prime en compensation de l'érosion du pouvoir d'achat. La question que je vous pose dépasse cette simple prime. Selon vous, qu'est-ce qu'un un juste partage de la valeur au sein de l'entreprise? Je ne sais pas s'il faut mettre de la morale dans ce débat. Parfois, ça fait du bien aussi de mettre un peu de morale. Je n'ai pas dit qu'il fallait mettre de l'immoralité. Oui, bien sûr. Non, mais sur ces sujets-là, c'est intéressant. Ce sont des sujets éthiques, en fait, qui sont très forts. Non, mais là comme ailleurs, singulièrement sur les retraites, il faut être factuel. On a engagé une négociation entre partenaires sociaux. Et à ce titre-là, on a fait plancher des experts de toute sensibilité, dont l'OFCE, qui ne passe pas pour être pro-patronal. Le constat est unanime. Le partage de la valeur en France, entre donc, salariés, actionnaires et État, le partage de la valeur est un des plus favorables au monde aux salariés. 65% de la valeur ajoutée, au sein de l'OCDE, c'est 58%. Premier point. Deuxième point, ne s'est absolument pas déformé en France au détriment des salariés sur les dernières décennies, alors qu'il s'est déformé, par exemple, dans les pays anglo-saxons, singulièrement aux États-Unis. Donc, premier constat, il n'y a pas de singularité française défavorable. Il y a une singularité française favorable en termes de partage de la valeur. Deuxième point, on ne peut pas dire, et prendre acte, c'est une réalité, du fait qu'il y a des tensions de recrutement et que donc les entreprises spontanément doivent s'employer à retenir les talents, à en attirer d'autres, et donc à mettre en place des systèmes de rémunération d'une manière générale, dont au titre du partage de la valeur, et vouloir absolument leur imposer de nouveaux dispositifs, alors qu'on a déjà une boîte à outils qui est très riche. Le dernier point, c'est qu'il y a 50% des salariés français qui sont éligibles ou bénéficiaires de tel, ou du total d'ailleurs, de ces dispositifs de partage de la valeur, et par voie de conséquence, 50% qui n'en sont pas bénéficiaires. Il se trouve que c'est plutôt dans les petites entreprises. Donc la solution la plus radicale, c'est d'imposer la participation dans les entreprises de moins de 50 salariés qui, de par la loi, ne sont pas tenues de le faire. Certaines, spontanément, le font quand même. Là, c'est une levée de bouclier de la part des entrepreneurs, et à juste titre, au même moment où on en a parlé, ils voient les nuages s'accumuler. Vous savez, il y a beaucoup de chefs d'entreprise aujourd'hui qui se disent partager la valeur, ça suppose déjà qu'on crée de la valeur. Quand on voit ce qu'au cas par cas, le choc brutal du prix de l'énergie va générer en perte, ou en tout cas en réduction massive des rentabilités, c'est peut-être pas exactement le bon moment pour parler de ça. Je reste un instant sur le terrain moral. Le débat sur la taxe affectée aux super-profits a animé l'automne. Une taxe européenne a été décrétée, je le rappelle, et son application en France est intégrée dans le projet de loi de finances 2023. À la clé, 200 millions d'euros seulement selon le gouvernement, mais jusqu'à 7 milliards selon l'Institut des politiques publiques. On verra au final ce que cela aura généré. Cette taxe est une absurdité, déclarait Geoffroy Roux de Bézieux fin août. Franchement, au-delà des chiffres, est-ce qu'il n'y a pas un enjeu de justice, d'équité et même d'éthique? Est-ce qu'il est anormal de faire participer à un effort particulier de solidarité des entreprises qui ont tiré un profit substantiel et exceptionnel des crises sanitaires et énergétiques? Oui, alors il y a deux niveaux de réflexion, d'un point de vue opérationnel et pragmatique, je dirais, et Total et CMA-CGM, qui sont deux des principales sociétés visées par ce débat, ont, sous forme de ristourne, y compris sur le prix des containers, s'agissant de CMA-CGM, prix des initiatives. Et ça va directement dans la poche des clients, que ce soit des particuliers ou des entreprises. La supertaxation, on ne sait pas très bien où ça va. C'est le tonneau des Danaïdes des finances publiques, et ça finance essentiellement des dépenses courantes qui, de mon point de vue, du point de vue du MEDEF, pourraient être tenues beaucoup mieux que ça. Et puis après, il y a le sujet de principe. Sujet de principe, on est dans un débat qui est typiquement franco-français, même si sur les super-profits, il y a des dispositifs qui ont été mis en place dans d'autres pays. Bon, que je sache, on n'a pas volé à la rescousse de CMA, CGM ou de Total dans certaines périodes de difficulté, mais au-delà de ça, nous, ce qui nous préoccupe, et c'est pour ça qu'on est expressément, ostensiblement opposé à cette taxation, c'est qu'on sait ce qui se passe en France. Il y a des taxations dites exceptionnelles qui frappent un nombre très réduit d'entreprises.
elles sont tellement exceptionnelles que 40 ans après, elles existent toujours et que de quelques entreprises, on est passé à des milliers ou à des centaines de milliers d'entreprises. Donc ça enverrait un signal totalement contradictoire et très préjudiciable à ce message, au-delà du message, à cette réalité de retour à une relative compétitivité de la France à travers des dispositions fiscales, aussi bien sur le patrimoine que sur l'entreprise elle-même, ou un certain nombre de dispositions sociales. La France a un impératif de performance économique. En plus, ça donne des résultats. On a quand même créé massivement des emplois, massivement, et curieusement, d'une certaine manière, on continue à le faire. Il ne faut pas brouiller ce message, en particulier aux yeux des investisseurs étrangers. En 2020 et en 2021, Emmanuel Macron lançait les plans France Relance et France 2030, le premier doté de 100 milliards d'euros et le second de 54 milliards, et tous deux dédiés à la revitalisation du tissu industriel, notamment dans le cadre de la transition écologique et énergétique. Les premières évaluations de France Relance font apparaître des effets plutôt positifs et assez concrets, mais on le sait, c'est un travail de longue haleine. Quel bilan vous-même dressez-vous à la tête du MEDEF et qu'attendez-vous peut-être davantage justement de ces deux plans ? Alors, il se trouve que je fais partie du comité de suivi, au titre du MEDEF bien sûr, du comité de suivi de France Relance. Effectivement, les résultats sont assez probants en termes d'engagement des dépenses et de fléchage des dépenses. Après, il peut y avoir au cas par cas des interrogations, mais on suit ça extrêmement précisément. Par exemple, pour MaPrimeRénov', qui doit inciter les particuliers à rénover sur le plan thermique leur logement. C'est plutôt une réussite, c'est tombé au bon moment. Il fallait le faire. Il fallait le faire, sans quoi l'économie française se serait cassé la figure, l'emploi se serait cassé la figure, donc ça a été approprié, comme les PGE ont été appropriés, le Fonds de solidarité de la même manière. Mais sans trahir le secret des délibérations, il se trouve qu'on a tenu une réunion de ce comité de suivi la semaine dernière. Et en fait, il y a quand même de nouveaux événements qui sont venus télescoper, que ce soit France Relance ou France 2030. Je parle évidemment de ce choc énergétique qui est structurel, mais qui surtout est continental. Il est très, très centré sur l'Europe pour des raisons objectives que je peux développer. Et donc, d'ailleurs, je crois que Bruno Bonnell, j'en ai parlé avec lui, il le dit lui-même, ça vient un petit peu brouiller le message, ça vient probablement brouiller la stratégie. C'est-à-dire que quand au titre de France 2030, le commissaire général à l'investissement se déplace dans les entreprises, se déplace dans les territoires, les mêmes qui jusque-là lui disaient on est très intéressés parce qu'il va falloir financer des innovations, lui disent aujourd'hui, halte là, il faut déjà qu'on sauve notre peau. Donc on est à nouveau dans une période assez confuse. Il faut essayer autant que possible de garder les idées claires et de concentrer le tir, je parle là des financements, de concentrer le tir sur les sujets les plus efficaces. Il y a un sujet qui vous est cher au sein du MEDEF, c'est celui de la croissance. Et c'est un sujet bien sûr qui est cher à tout le monde, y compris en particulier aux chefs d'entreprise. C'est un sujet central. L'obsession de croissance tous azimuts n'est plus compatible avec l'état de la planète. Or, la croissance est vraiment un élément cardinal des entreprises. Il y a tout ce débat sur ce qui doit rester du domaine de la croissance et ce qui devrait être aujourd'hui tourné vers la décroissance. Comment le MEDEF se positionne-t-il par rapport à ce sujet qui dépasse le périmètre même des entreprises ? Alors je vais commencer ma réponse en rappelant que le MEDEF en interne a purgé un débat qui était celui de la raison d'être, en se dotant début 2019 lui-même d'une raison d'être, agir ensemble pour une croissance responsable. Moi je ne connais plus un climato-sceptique chez les chefs d'entreprise. Ça a pu exister jusqu'à une période récente, ça n'est plus le cas, à la fois par prise de conscience et par intérêt. Dorénavant, tout le monde sait qu'il faut prendre en compte un certain nombre de données majeures, existentielles, et singulièrement l'environnement. Faut-il pour autant aller vers la décroissance ? Nous, on a parlé de croissance responsable, on peut parler de croissance frugale, on doit parler de croissance décarbonée. La thèse de la décroissance, que de brillants esprits portent, entraînant dans leur sillage des gens plus ou moins bien intentionnés, elle nous paraît fatale. Elle nous paraît fatale parce que notre conviction, et il y a quand même un certain nombre d'exemples qui démontrent qu'elle est fondée, cette conviction, c'est qu'on va devoir investir massivement sur l'innovation. Par exemple, l'hydrogène vert. L'hydrogène vert va nécessiter des investissements colossaux. Il faut générer de la richesse, il faut pouvoir payer des chercheurs, il faut pouvoir payer des expérimentations. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que singulièrement en France, on a un modèle social de redistribution. Et on a bien vu dans les périodes de récession
que ce modèle était totalement déstabilisé. On a encore à ce jour des déficits sur un certain nombre de nos régimes sociaux. Et donc le sous-jacent de ce modèle social français, c'est la création de richesses. Donc si on rentre en décroissance, par définition, on crée moins de richesses. Et donc notre enjeu, c'est de trouver les voies et moyens d'une croissance qui permettent de financer l'innovation, qui permettent de maintenir et si possible d'équilibrer nos régimes sociaux, tout en prenant en compte cet impératif absolu de décarbonation. Après, il faut parler là aussi de chiffres, et je crois que c'est la grandeur du MEDEF, hein, d'objectiver, de rationaliser un certain nombre de débats qui, en France, la France, j'adore la France, prennent vite un caractère très théorique, très dogmatique et parfois même sectaire. Donc nous, on a fait chiffrer ce que coûterait cette décarbonation. Pour les seules entreprises, c'est 40 milliards d'euros d'investissement supplémentaires pour tenir la trajectoire de décarbonation. Ben écoutez, ces 40 milliards d'euros ne vont pas tomber du ciel, on ne va pas les trouver sous le sabot d'un cheval, et ça renvoie à cette idée qu'il faut de la croissance, il faut de la génération de richesses, mais pas comme on a pu le faire à certaines époques, sans prendre en compte les parties prenantes, sans prendre en compte l'environnement. L'axiome de sobriété, hein, qui est quotidien aujourd'hui, depuis que le chef de l'État l'a introduit justement, l'axiome de sobriété induit à la fois de la croissance responsable, mais aussi de la décroissance dans certains domaines. Dans un domaine où on est allé beaucoup trop loin, ça, vous ne souhaitez pas l'entendre au sein du MEDEF. Vous n'acceptez pas qu'il y ait des domaines d'activité, des filières peut-être, qui nécessitent que l'on revisite justement les critères de la croissance et la croissance elle-même. Non, mais il y a des filières très menacées, il y a des filières qui vont disparaître, mais ça a toujours été le cas dans l'histoire. Pas forcément pour des raisons, d'ailleurs, à vrai dire, pas pour des raisons environnementales antérieurement. Ça, on l'intègre parfaitement. Mais il y a un impératif de réalisme. Le risque majeur, quel est-il ? Le risque majeur est qu'en prenant des mesures trop brutales, enfermées dans des calendriers trop courts, on cabre, à la fin des fins, les citoyens, qui par ailleurs sont eux-mêmes demandeurs de cette révolution environnementale. On l'a vu un peu cruellement avec les Gilets jaunes, on le touche du doigt aujourd'hui, avec le zéro artificialisation nette, avec les zones de faible émission, avec l'obligation de rénovation thermique des logements. Ça tombe, soit dit en passant, systématiquement sur les mêmes, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas les moyens de se payer des appartements ou des villas aux normes thermiques, des voitures électriques, et à qui on dit, vous ne pourrez pas aller habiter en grande banlieue d'une part parce que le zéro artificialisation nette interdira dorénavant de construire des logements sur des terrains agricoles, et d'autre part, vous ne pourrez pas accéder au centre-ville, ni en tant que salarié, ni en tant que consommateur, puisque vous êtes un danger pour l'humanité à rouler avec votre 205 diesel d'il y a 15 ans, critère 5. Et donc, le sujet d'acceptabilité sociale pour les citoyens, mais d'acceptabilité économique pour les entreprises, est mal pris en compte. Dans la loi climat et résilience, qui est à l'origine des 3 dispositifs que je viens d'évoquer, il n'y a aucune étude d'impact, même pas d'étude d'impact environnemental. Nous, on a fait chiffrer le coût des mesures de cette loi, dont les intentions sont louables et partagées par le MEDEF. 800 € la tonne de CO2 évitée. Le prix de marché est à 100 €. C'est-à-dire que, animé par de bonnes intentions, mais avec une forme d'angélisme ou d'amateurisme, on va dépenser beaucoup d'argent pour des résultats environnementaux faibles et on risque de cabrer l'opinion publique contre cette cause commune impérative qui est la transition écologique. On voit bien que l'équation effectivement économique, sociale et environnementale est très complexe. À un moment donné, il faut appeler un chat un chat. Je voudrais qu'on parle un petit peu de politique maintenant. Parlons de politique. Le prochain président du MEDEF couvrira toute la période aboutissant à la présidentielle 2027. Au plus fort de la dernière campagne électorale, une partie des chefs d'entreprise ne se cachait plus de leur sensibilité au programme et à la personnalité d'Éric Zemmour. Et on peut parier que la stratégie de dédiabolisation de Marine Le Pen portera ses fruits d'ici 2027, jusque parmi les patrons. Le prochain président du MEDEF portera-t-il la responsabilité, peut-être même le devoir, de faire barrage à la victoire de l'extrême droite ? Alors, le MEDEF n'a pas d'expression politique. On s'y est employé lors de la dernière élection. Nous, on fait une analyse objective des différents programmes. Ça nous a valu de dire que le programme de La France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon, si on parle de la présidentielle, comme le programme de Marine Le Pen, comportait un certain nombre de propositions
de notre point de vue, extrêmement dangereuse pour tout simplement la bonne marche du pays, pas seulement de l'économie, singulièrement sur les retraites. Donc, on n'a pas à distribuer les bons et les mauvais points. Que dans nos rangs, il y ait des sensibilités diverses, c'est une évidence. Nous, on ne fait pas d'enquête auprès de nos adhérents, 190 000 adhérents, pour savoir pour qui ils ont voté. On s'interdit de le faire, et puis on n'est pas là pour ça. Bon, après, on observe bien, à travers le monde d'ailleurs, des mouvements de plaques tectoniques, qui vont plutôt dans le sens du souverainisme, voire d'une forme de nationalisme. Et là, ça n'est pas donc pour distribuer des bons ou des mauvais points. C'est le MEDEF qui a fait ressurgir le sujet de la souveraineté économique, mais certainement pas avec une connotation politique. On reste intimement convaincu, et ça n'est pas politique, on reste intimement convaincu que le repli sur soi serait horriblement dangereux pour les entreprises elles-mêmes, mais pour le pays. C'est en ça qu'on a quand même de grosses nuances d'appréciation. Parlez-moi d'insister seulement sur ce point-là, parce qu'effectivement, on l'a vu dans la dernière campagne, Geoffroy Roux de Bézieux s'était vivement prononcé contre le programme économique, comme vous le dites, de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour. Mais point barre, le MEDEF a des valeurs, a des principes, a une éthique. La CFDT, par exemple, elle a pris des position très tranchée et globale qui dépassait le programme économique. Pourquoi le MEDEF, finalement, ne serait-il pas autorisé lui-même à prendre des positions? Alors la CFDT a fait exception, sauf erreur de ma part, les autres organisations syndicales n'ont pas fait de même. Absolument. Nous, on pense qu'on a un champ de responsabilité, un champ d'action qui est extrêmement large, et à nouveau, on n'a pas à se prononcer de ce point de vue. Laurence Parisot l'avait fait à l'époque. J'allais venir, tout à fait. Donc c'était en 2012. Je ne me risquerai pas sur les dates, mais je vous fais confiance. Nous, on n'a pas voulu le faire. On observe malgré tout les positions des uns et des autres. Mais à nouveau, notre légitimité, elle est sur le champ économique et social. Elle n'est pas sur le champ des valeurs. Alors on a des valeurs, je les ai quand même rappelées d'une certaine manière. Nous, on croit à l'ouverture, on croit à un commerce international raisonné, on croit au libre-échange raisonné. Et c'est en ça que le jour venu, on aura peut-être à prendre position. Premier point. Deuxième point, dans la grande confusion du panorama politique, bien malin qui peut dire, à l'intérieur de chaque formation, qui est qui et qui pense quoi. Et à vrai dire, nous, on était d'une certaine manière pas mécontents de voir que le paysage parlementaire était très fracturé, et on l'a exprimé d'ailleurs en disant, bon, au moins ils vont nous foutre la paix. Cette espèce de prolifération législative devenait insupportable. Bon, notre pronostic a été déjoué, c'est pire qu'avant. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à l'intérieur de chaque formation, on voit bien qu'individuellement, les députés, en l'occurrence, ont des positions qui ne sont pas nécessairement cohérentes avec les positions de leur parti politique. Donc on ne sait pas à qui on parle. On verra le jour venu. En Italie, à côté de chez nous, la nouvelle présidente du Conseil italien et post-fasciste, Giorgia Meloni, a bâti son programme sur une attention toute particulière au volet patriotique, souverainiste, fiscal, des discours en faveur du mérite, de l'ordre, contre l'assistanat. Ce sont des sujets qui font écho dans les oreilles, dans les consciences d'un certain nombre de chefs d'entreprise partout dans le monde, y compris en France. Est-ce que la France des patrons pourrait-elle suivre l'exemple transalpin ? Alors, Mme Meloni n'a pas été élue que par les patrons. Bien sûr que non. Bon, je pense qu'on a un devoir d'abord de non-ingérence. Souvenons-nous qu'à l'époque, quand tel ministre italien s'est exprimé sur la situation en France au moment des Gilets jaunes, ça a passablement irrité les Français d'une manière générale et pas seulement le gouvernement. Et d'ailleurs, c'est le MEDEF qui avait contribué à ce que les gouvernements se reparlent, puisqu'on avait organisé à Versailles un sommet auquel les deux ministres de l'économie et des finances français et italiens avaient bien voulu participer. On avait contribué à apaiser le débat. Donc réciproquement, nous, on n'a pas à s'exprimer sur ce qui se passe en Italie, sauf erreur de ma part. Mme Meloni a été élue démocratiquement. J'observe qu'elle a intégré dans son gouvernement un certain nombre de hauts responsables, je dirais plutôt de sensibilité Mario Draghi. On ne se plaignait pas de Mario Draghi, ni en termes de compétences, ni en termes de positionnement politique. Donc stigmatiser Mme Meloni au motif de son passé qui est réel,
C'est un peu dangereux et c'est hors de propos. Et puis finalement, les gens évoluent dans l'histoire, y compris dans l'histoire de France. Sauf erreur, Michel Debré était un farouche partisan de l'Algérie française. C'est lui qui a fait signer les accords d'Évian. Donc il faut désespérer de rien. Il peut y avoir des évolutions positives. Quel distinguo faites-vous entre patriotisme et nationalisme? Et j'allais même dire entre patriotisme, souverainisme et nationalisme, sur un plan bien sûr économique, mais pas seulement, parce que c'est un sujet qui dépasse le champ de l'économie de l'entreprise. Alors, nous sommes par philosophie, par conviction, mais également par intérêt, très opposés au nationalisme. Convaincus que nous sommes que c'est une source de confrontation, d'affrontement, de repli sur soi, et donc d'appauvrissement du pays, à la fois sur le plan économique, mais sur le plan intellectuel, sur le plan moral, d'une certaine manière. Le souverainisme, c'est pas une terminologie qu'on endosse. Nous, c'est la souveraineté, ce qui est quand même pas tout à fait la même chose, parce que le souverainisme, c'est quelque chose de très militant et de très politique. À nouveau, le MEDEF n'a pas à avoir de positionnement politique. La souveraineté, c'est quelque chose de beaucoup plus objectif. Il faut que la France se redote, et l'Europe se redote d'un certain nombre de moyens en matière de souveraineté. Le MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, en 2019, a installé à l'intérieur du MEDEF un comité, devenu une commission, ça c'est notre terminologie interne, souveraineté et sécurité économique. Ça a pu surprendre à l'époque, parce qu'on était tous dans cette espèce d'angélisme de la mondialisation heureuse. Geoffroy a eu, comme bien souvent, une excellente intuition. Et les faits ont démontré qu'il fallait s'emparer de ce sujet-là, sur le plan de l'énergie, sur le plan de l'accès aux matières premières, sur le plan de l'indépendance financière, etc. etc. Justement, est-ce que la souveraineté de la France et celle de l'Europe doivent passer par des mesures protectionnistes pour riposter à celles qui sont même isolationnistes que prennent les États-Unis aujourd'hui? Il faut une concurrence. La concurrence nous fait grandir, elle est exigeante, mais il faut une concurrence équitable. Et c'est vrai que de ce point de vue, l'Europe, au regard du reste du monde, pas seulement des États-Unis, est une espèce de ventre mou, avec à l'intérieur même de la Commission européenne des sensibilités diverses. Thierry Breton ne raisonne pas aujourd'hui comme Madame Verstager. Et donc, il y a une urgence à ce que l'Europe rééquilibre en quelque sorte les conditions de concurrence avec les autres pays, avec les autres continents. Alors, les Américains mettent en place ce programme IRA, Inflation Reduction Act, qui effectivement, à bien des égards, est un programme protectionniste. Alors, il faut relativiser les choses, parce que la somme est colossale, 379 milliards de dollars, mais c'est sur 10 ans. Et si on rapporte ça au PIB respectif, c'est comme si la France engageait 7 milliards d'euros par an sur la période. Si nos finances publiques étaient dans un état normal, ça serait parfaitement à notre portée. Mais ça se conjugue avec un autre facteur qui est, de mon point de vue, beaucoup plus important, beaucoup plus durable et beaucoup plus discriminant, qui est celui du prix de l'énergie. Et les Américains ont pris des options et ont des ressources naturelles qui font que, structurellement, par rapport à l'Europe singulièrement, ils seront beaucoup plus compétitifs dans les prochaines années. Ça se traduit par très pratico-pratique. Ça se traduit d'ores et déjà par des transferts de production dans certaines industries vers les États-Unis, parce que ça coûte beaucoup moins cher dans des métiers énergo-intensifs, dès à présent, de produire aux États-Unis, le cas échéant, en important vers l'Europe ce qui aurait pu être produit en Europe. Donc ça renvoie à toutes sortes de sujets, et notamment à celui de l'impérieuse relance de notre programme nucléaire. Je reviens à la France. La loi sur l'immigration est en débat aujourd'hui. Les patrons qui évoluent dans les filières en grande tension en termes de recrutement militent pour une régularisation massive des immigrés. Est-ce que vous les soutenez? Non, ils sont plus nuancés que ça. Denis, vous faites référence notamment aux déclarations de Thierry Marx, au titre de l'Union des métiers de l'industrie hôtelière et de la restauration. C'est plus nuancé que ça. Nous, en aucun cas, on est favorable à une régularisation massive de l'immigration clandestine. Le cas échéant, il faut le dire, encouragé par une petite minorité d'entrepreneurs. En revanche, il y a techniquement, il y a des situations qu'il faut régler.
Par exemple, il y a un certain nombre d'entreprises qui, de bonne foi, emploient des salariés immigrés sous alias, avec de faux papiers, etc., ce qu'on est incapable de vérifier. Donc il faut s'équiper, il faut que les pouvoirs publics s'équipent pour qu'on puisse vérifier que la personne qu'on embauche est effectivement dans une situation. Mais vous reconnaissez que le travail, c'est le meilleur moyen quand même de s'inclure dans une société. Mais c'est vrai pour tout le monde. Enfin, sûr, c'est vrai pour tout le monde. Tout le monde ne le pense pas. Ouais. Hein. Le droit à la paresse, oui, formidable, mais c'est peut-être pas ça qui nous sortira d'affaire. Et bien évidemment que le travail est un facteur d'intégration. Alors, c'est vrai pour les populations immigrées. Je n'ai pas fini sur les populations, enfin sur les personnes qu'on pouvait imaginer régularisées. Mais c'est vrai. En comparaison n'est pas raison, mais par exemple pour les personnes en situation de handicap, il faut tous, les entreprises au premier chef, les seniors également, il faut que tous, on aille plus loin encore, parce que le travail, en termes de collectif, en termes d'épanouissement personnel, en termes de reconnaissance et en termes de revenus, bien sûr, est un facteur d'intégration absolument déterminant. Je reviens quand même aux sans-papiers. Après, là aussi, techniquement, il y a des salariés dont le permis de séjour expire, qui sont en poste dans l'entreprise, légalement, mais sans que l'entreprise soit informée que le permis de séjour n'a pas été reconduit. Donc l'entreprise, à l'insu de son plein gré, se trouve en situation irrégulière. Après, sur le quota ou le nombre d'immigrés et la nature d'immigration, ça, c'est au Parlement, c'est aux politiques de s'emparer du sujet, qui est ultra sensible. Et ce n'est pas pour le patronat, ce n'est pas pour le MEDEF pour se dérober que l'on dit ça. Mais ça dépasse notre condition. Ce n'est pas le MEDEF qui va dire il faut. Bon, ça n'enlève rien au fait qu'il y a des métiers en tension et qu'on a beaucoup de concitoyens qui, je dirais presque indépendamment des niveaux de rémunération, c'est un sujet d'imaginaire collectif, ne veulent plus travailler, en tout cas pas suffisamment, ne veulent plus travailler dans des métiers qui, par ailleurs, sont d'énormes pourvoyeurs d'emplois. L'aide à la personne, c'est 500 000 à 1 million d'emplois supplémentaires dans les 10 prochaines années. Eh bien, il va falloir pourvoir ces emplois. Je voudrais qu'on conclue notre échange sur votre avenir au sein du MEDEF, mais d'abord sur le MEDEF lui-même. Aujourd'hui, salariés et sociétés civiles réclament des entreprises qu'elles exercent un impact social, environnemental, sociétal, qui soit réel. Les entreprises sont devenues, alors parfois malgré elles, actrices du débat public, des enjeux de société. Comment et dans quelles limites un syndicat patronal doit-il lui-même être un acteur du débat public et des grands sujets de société? Et si je vous pose la question, c'est que Geoffroy Roux de Bézieux, sur ces sujets-là, a pu parfois apparaître assez timide. Ce sont des sujets dont il n'a pas forcément voulu s'emparer. Est-ce que le MEDEF doit évoluer pour être davantage acteur de ces débats? Je ne suis pas du tout d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord, et on le mesure à travers des enquêtes d'opinion. D'abord, l'image de l'entreprise n'a jamais été aussi bonne. Plus de 80%, y compris les jeunes, considèrent que l'entreprise est une solution à beaucoup de sujets, y compris d'ailleurs l'inclusion et la transition écologique. Je fais une parenthèse là-dessus, justement. L'entreprise de toutes les enquêtes portant sur la crise de confiance des Français en leurs institutions, l'entreprise est celle qui échappe justement à cette diatribe. Il y a certainement de bonnes raisons. Hein. Quant au MEDEF lui-même, non. Geoffroy Roux de Bézieux nous a fait prendre un virage qui, comme pour la souveraineté, j'en parlais tout à l'heure, a pu surprendre certains, y compris dans nos rangs, hein, avec une ouverture considérable à d'autres types d'interlocuteurs et à d'autres thématiques. On s'est employé de bonne foi et avec beaucoup d'énergie à établir un dialogue avec les ONG. Bon, ça n'a pas vraiment prospéré jusque-là. On s'est employé avec les organisations syndicales à adresser un certain nombre de sujets qu'on ne traitait pas jusque-là. Et on n'a pas fini de le faire. Et d'ailleurs, on le fait dans un cadre autonome, sans injonction du gouvernement, sans être enfermé dans des calendriers intenables. Non, et je crois qu'il y a une évolution fondamentale de la part du MEDEF, et qui, j'insiste sur ce point, ne vise pas à la popularité. La raison d'être du MEDEF, ce n'est pas la popularité. C'est plutôt de dédiaboliser l'image de l'entreprise, du MEDEF lui-même, puisque à nouveau l'entreprise est plutôt bien perçue, et de gagner en efficacité. Voilà. Non, on a beaucoup progressé, et je pense qu'on peut progresser encore en contribuant plus à certains grands débats, mais il ne faut pas qu'on soit victime de notre succès, si vous me permettez. Je veux dire par là qu'il ne faut pas tout demander aux entreprises non plus.
Ça fait bientôt 4 ans que vous exercez comme président délégué du MEDEF. En termes de contenu, d'exposition, d'engagement, de responsabilité aussi, votre poste est-il très différent de celui de président, en l'occurrence de celui de Geoffroy Roux de Bézieux? Ben, il est déjà très différent du fait que tout le monde ne le comprend pas ainsi. Geoffroy Roux de Bézieux a été élu. Moi, j'ai été nommé. J'étais dans la compétition avant de rallier Geoffroy, avec qui je travaille merveilleusement bien. C'est vrai au MEDEF, c'est vrai partout. Le numéro 1 est beaucoup plus exposé. C'est pas un sujet de charge de travail, c'est pas un sujet d'engagement, c'est pas un sujet de motivation. C'est ainsi sur le plan médiatique, sur le plan politique. Voilà. Et je pense que les choses sont bien en main. Pardon, je suis un peu dans l'anecdote, mais depuis l'élection de Geoffroy, il n'y a jamais eu sur la place publique, parce qu'il n'y a jamais eu en réalité, d'exposition de tension à l'intérieur du MEDEF. Donc on est rentré dans un mode de fonctionnement qui, comme toute chose, est assez fragile. Il peut y avoir un faux pas. Mais enfin, au bout de 4 ans et demi, il n'y a pas eu de faux pas. Alors en juillet prochain, il va rendre son tablier. La clôture des candidatures se fait en mars. Pouvez-vous déclarer que vous serez vous-même candidat, et d'ailleurs de nouveau candidat, puisque vous le fûtes justement en 2018? Oui, oui, je le fus, mais... Oui. Non, c'est un sujet de réflexion. Bon, plusieurs éléments de réponse. Moi, le moins que je puisse faire, c'est de me conformer à des statuts que j'ai contribué à élaborer, qui effectivement interdisent toute déclaration de candidature avant début mars. Et compte tenu des circonstances, c'est particulièrement pertinent, je dirais, si on se livrait à des compétitions électorales au même moment, on a le sujet de l'énergie et tous les autres, ça serait malvenu et ça serait mal compris dans nos rangs. Ensuite, il y aura nécessairement un certain nombre de candidats. Il faut qu'il y ait un certain nombre de candidats. Mais je crois que les circonstances durables conduiront à ce qu'autant que possible, on ait une candidature consensuelle. Est-ce que si d'aventure je me présentais, je serais le candidat consensuel? Je ne sais pas. Mais on est parfaitement conscient qu'on a devant nous des défis énormes, énormes. C'est vrai pour l'industrie, mais c'est vrai pour tous les secteurs d'activité. Et donc, je flaire qu'il y aura une attente, voire une exigence de la part de nos adhérents de cette candidature, qui ne soit pas une candidature de compromis au mauvais sens du terme, mais qui soit en termes d'incarnation de ce qu'est la grande majorité des adhérents du MEDEF, en termes de capacité à faire converger des intérêts qui sont légitimement divergents au cas par cas entre industrie, construction, commerce et services, et puis d'être robuste dans la tempête, parce qu'on est rentré dans une période de tempête. En tout cas, le MEDEF, le pays... En tout cas, vous ne déclarez pas que vous ne serez pas candidat en juillet prochain. Il sera toujours temps de le faire. Dernière question là-dessus, et là je m'adresse aux simples membres du MEDEF, oui. Finalement, et là vous avez peut-être plus de liberté pour vous exprimer. Qu'attendez-vous du futur président? Et pensez-vous que l'expérience de président délégué peut s'avérer utile, voire décisive? Est-ce que tu as moyen détourné de reposer la même question? Si on lorgne la présidence. Qu'attendez-vous d'abord d'un... Le MEDEF, que ceux qui ne pratiquent pas connaissent mal, et c'est normal, est une organisation extraordinaire. Extraordinaire, c'est un bouillon de culture, c'est un lieu de collectif, et les chefs d'entreprise ont bigrement besoin de collectif aujourd'hui plus que jamais. Mais c'est une organisation complexe, par construction, puisque c'est interprofessionnel. On va bientôt avoir 100 fédérations adhérentes, 17 de plus depuis l'élection de Geoffroy Roux de Bézieux. On n'a pas beaucoup de KPIs, mais enfin, c'est quand même un indicateur de relative reconnaissance. On a beaucoup plus d'adhérents directs dans nos MEDEF territoriaux, mais c'est compliqué. Je ne vous surprendrai pas en vous disant que sur certains sujets, on a des oppositions d'intérêts entre nos adhérents. Ça suppose de quand même bien connaître la machine, ses joies et ses peines, ses forces et ses faiblesses, pour au quotidien dégager des positions communes sans lesquelles on n'est pas légitime, je veux dire on n'est pas puissant,
dans le dialogue que très normalement et très constructivement on doit avoir tant avec les pouvoirs publics qu'avec les organisations syndicales et autant que possible, parce que ce sont dorénavant des acteurs importants du débat public, les ONG. Voilà, donc il y a cet impératif à la fois d'expertise, mais surtout de capacité à dégager le consensus. Donnons-nous rendez-vous alors d'ici mars prochain et au printemps. Qui sait ? Qui sait. Merci beaucoup Patrick Martin pour cet entretien. Merci Denis. Merci.